Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. L'anorexie mentale est une maladie répandue dans la société occidentale. Régulièrement évoquée dans les médias, elle n'en continue pas moins de faire des ravages parmi la population, en particulier chez les jeunes filles et les femmes, même si les garçons et les hommes sont de plus en plus concernés eux aussi. Cause de grandes souffrances et susceptible d'entraîner la mort si elle n'est pas traitée, l'anorexie demeure largement incomprise par le grand public et bien souvent par les personnes qui en souffrent. Loin de se limiter à une restriction alimentaire poussée à l'extrême, il s'agit d'une véritable addiction au vide. Il n'y a pas d'anorexique heureuse. Le livre que publie Jérôme Karas aux éditions Henrik B. s'adresse avec bienveillance et humanité aussi bien aux personnes anorexiques qu'à leurs proches et aux professionnels de santé. Il y analyse la nature de ce mal particulier, décrypte ses causes profondes et la diversité de ses effets, tant sur le corps que sur l'esprit. Essentiel, cet ouvrage constitue plus largement une lecture utile et salutaire par les questions qu'il pose sur notre société, sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chromosome B. Jérôme Karas, vous êtes psychiatre en cabinet libéral à Grenoble. Vous consacrez depuis de nombreuses années votre activité aux troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie et obésité. Vous avez publié 2 premiers ouvrages destinés aux professionnels, médecins et thérapeutes. Vous êtes formateur de soignants qui souhaitent prendre en charge ce type de patients et vous publiez donc aujourd'hui cet ouvrage que vous avez souhaité plus accessible au grand public. Il n'y a pas d'anorexique heureuse. Jérôme Karas, bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité vous demander, pour commencer, avant d'en arriver à l'ouvrage lui-même, quel a été votre cheminement professionnel et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce type de pathologie, ce type de patient ? Moi, j'ai commencé à me spécialiser en psychiatrie à la fin des études de médecine. C'était dans les années, je ne me rappelle plus, 80, 85, par là. Et en faisant de la psychiatrie générale. Et à ce moment-là, j'ai croisé la route de patientes, c'est plus des filles, anorexiques. Et à ce moment-là, j'ai été très surpris du peu de moyens qu'on avait à l'époque pour les aider. À l'époque, le discours qu'on entendait partout, c'était on va en guérir un tiers. Il y en a un tiers qui vont mourir et un tiers, elles seront toujours anorexiques. C'est le discours qu'on entendait à l'époque, avec très très peu de ressources, voilà. Et du coup, moi, ça m'a intéressé. J'avais l'impression que là, c'était un domaine où il y avait plein de choses à faire et qu'on pouvait avancer, peut-être inventer des choses, travailler des choses. C'est vrai que c'est arrivé au même moment, j'en parle un petit peu dans le livre, où ça bougeait un peu de partout sur ces troubles-là. Et c'est ce qui m'intéressait. Et je les ai trouvées en plus tellement attachantes et tellement, tellement en attente au fond d'aide, qu'il y a eu des rencontres aussi avec des patientes. C'est aussi certaines rencontres qui m'ont donné envie de faire ça. Et puis petit à petit, de faire plus que ça. Alors, vous consacrez toute votre activité aujourd'hui aux troubles alimentaires, aux troubles du comportement alimentaire. Oui, tout à fait. Et justement, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, je me suis dit, je vais m'occuper surtout des patientes anorexiques. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'il y avait aussi toutes les personnes obèses qui étaient dans la même situation, autant en difficulté, que c'était même encore pire que l'anorexie. Et du coup, aujourd'hui, mon activité, elle est répartie de façon un peu partagée entre les pathologies anorexiques et l'obésité. Vous avez fait le choix d'un livre, d'un ouvrage plus accessible au grand public. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande, il y a une grande demande. Beaucoup de patientes nous disent qu'est-ce que vous me conseillez ? J'aimerais lire des choses, qu'est-ce que vous me conseillez ? Il y a une énorme demande des familles qui disent mais nous on comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Alors aujourd'hui, les gens trouvent beaucoup d'informations sur Internet, beaucoup de choses qui sont justes, qui sont pertinentes.
L'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on trouvait sur Internet, d'essayer de fouiller un petit peu plus la question, mais en rendant ces réflexions accessibles, lisibles un peu par tout le monde. C'est-à-dire que ça ne soit pas dans un langage trop psy, trop compliqué, et que ça soit accessible à tout le monde. Mais il y a une énorme demande des soignants aussi. Mais voilà, moi tous les jours on me dit qu'est-ce que je peux lire pour comprendre. Je voudrais parler de ce titre, il n'y a pas d'anorexique heureuse, qui est au féminin, et ce que cela implique. Alors au féminin on peut s'imaginer, puisque même au niveau du grand public on a l'impression que c'est une maladie pratiquement que féminine, mais on y reviendra, Jérôme. Ce qui me frappe dans ce titre, c'est le sous-entendu que ce serait une condition qu'on choisit presque, que ça peut bien nous arranger de devenir anorexique. Absolument, et c'est ce que entendent beaucoup de jeunes filles, un peu même dans leur famille ou auprès de leurs proches, où l'anorexie peut passer parfois comme un caprice ou une attitude volontaire pour qu'on s'occupe d'elles. Certaines, un peu, on peut aussi dire, bah voilà, c'est peut-être une mode, elles ont voulu faire comme telle ou telle personne sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes pensent que c'est un choix. Et que du coup, à partir du moment où ce serait un choix, c'est à elle de décider de changer. En vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'anorexie, c'est pas un choix. C'est pas du tout un choix. Alors, Jérôme Carras, dans votre introduction, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup frappé. Une patiente, vous dites, c'est une jeune femme, ne demande pas d'aide ou refuse les soins. C'est que son malheur est devenu son unique source de sécurité. C'est une phrase qui est frappante pour moi et qui nous pose à la jonction entre la psychiatrie et la psychologie. Est-ce que vous pouvez expliquer le sens qu'elle contient pour vous ? Oui, alors, le dernier patient que j'ai vu hier soir, c'était un garçon anorexique. Et il m'a dit ça, il m'a dit, mais moi, le bonheur, ça me fait peur. Le bonheur, ça me fait peur parce que chaque fois que j'étais heureux, ça s'est arrêté après. Chaque fois que j'ai attendu du bonheur, j'ai été déçu. Et ma seule sécurité, c'est de rester tout le temps malheureux. Alors, après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est au moins le malheur, ça change pas. C'est connu, c'est un repère. On n'est pas déçu. Et en plus, le malheur, ça dépend que de moi. Alors que le bonheur, ça dépend des autres. Enfin, le bonheur, forcément, ça met en lien avec l'extérieur. Et du coup, il y a le risque que ça s'arrête, soit le risque de se perdre là-dedans. Et effectivement, ce que disent beaucoup de jeunes anorexiques ou de moins jeunes, c'est le bonheur, ça me fait peur. Chromosome B. Jérôme Carras, je voudrais arriver sur des définitions peut-être simples, un aspect plus technique. Qu'est-ce qui caractérise les personnalités anorexiques ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui caractérise les personnalités ou le comportement anorexique ? C'est pas pareil. Alors expliquez-moi. Disons que l'anorexie en elle-même, c'est facile à définir. C'est une perturbation du comportement alimentaire qui consiste à deux choses. C'est d'une part, pour faire simple, d'essayer de manger le moins possible. C'est-à-dire volontairement quand même de restreindre les prises alimentaires, soit en quantité, c'est-à-dire je mange le moins possible, soit en qualité, c'est-à-dire j'essaye de manger les aliments le moins caloriques possible. Je vais essayer de manger les choses le plus légères possible. Parce que la deuxième idée dans l'anorexie, c'est de contrôler le poids. C'est quand même une idée de perdre du poids par tous les moyens, c'est-à-dire en mangeant moins, parfois aussi en bougeant beaucoup pour essayer de dépenser le plus de calories possible, parfois certaines en se faisant vomir quand elles ont le sentiment d'avoir trop mangé. Donc voilà, dans le comportement qui définit l'anorexie, c'est restreindre les apports pour perdre du poids. C'est ça. Alors après, la personnalité, bien sûr qu'il y a des points communs. Après, il faut toujours un peu se méfier de faire un peu trop, un espèce de tableau où on dirait toutes les anorexiques, elles sont pareilles. Je pense qu'il y en a quand même, chaque personne est différente. On trouve des points communs, notamment tout ce qui est de l'ordre du contrôle, du perfectionnisme. C'est sûr que ça, c'est des traits de personnalité assez communs, mais il y a quand même une grande diversité quand même. Il n'y a pas une personnalité anorexique. Comment on peut faire la distinction ? Comment on peut voir parce que ça peut paraître peut-être une petite obsession, voire une névrose. Comment on peut faire la différence et comprendre qu'en fait, il s'agit d'une pathologie, d'une maladie ? En fait, ce que j'explique beaucoup dans le livre, c'est que c'est une addiction, c'est-à-dire c'est un piège.
C'est-à-dire qu'au début, même si parfois le désir de perdre du poids au départ, il était assez commun au fond, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids, après, la personne, elle est piégée là-dedans. C'est-à-dire que ce qui définit l'anorexie, c'est d'être piégé, d'être coincé là-dedans, c'est-à-dire je peux plus faire autrement. J'ai plus la liberté de faire autrement. J'ai plus la liberté, j'arrive plus à manger plus ou à m'asseoir quand je suis fatigué. Je suis piégé là-dedans, j'ai plus la liberté de faire autrement. C'est d'être prisonnier, c'est cette notion d'être piégé dans quelque chose où je peux plus faire autrement. Voilà, c'est ça qui définit la pathologie, l'addiction. C'est quand on n'a plus le choix de faire autrement. Quand on a cette, j'hésite à dire obsession, d'être maigre, est-ce que c'est pas, et je reviens un peu à ce qu'induisait le titre, est-ce que c'est pas une satisfaction de voir que ça marche et qu'on n'est pas gros et qu'il n'y a pas quelque part où il y a une satisfaction? Oui, il y a presque même une forme de jouissance de cet hyper-contrôle, mais qui va jusqu'à l'extrême maigreur. On n'est pas dans la satisfaction d'une jeune femme qui veut perdre de 3 kilos et qui est contente parce qu'elle a perdu de 3 kilos avant l'été. On n'est plus là-dedans. On est dans quelque chose qui est d'un toujours plus. C'est la jouissance, la satisfaction, c'est chaque kilo perdu, c'est comme si c'était une espèce de jouissance, une sensation extrêmement forte du kilo perdu. C'est pas la satisfaction esthétique d'avoir perdu de 3 kilos, puisque sinon ça s'arrêterait en route. Elle s'arrêterait à des silhouettes un peu minces. Mais quand on descend jusqu'à parfois des poids qui sont à moins de 30 kilos, la jouissance elle est ailleurs. Il y a une satisfaction, c'est comme le toxicomane qui prend de la drogue, comme... Voilà, c'est la même jouissance addictive, absolument. Alors, j'allais y venir, Jérôme Karas. Est-ce que c'est une addiction comme les autres, du point de vue psychiatrique? Est-ce que vous traitez cette addiction comme vous traiteriez d'une autre? Vous parlez d'une addiction au vide. Moi, je pense que c'est totalement une addiction comme les autres. Alors, c'est une addiction sans drogue, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Il y a des addictions, l'addiction, je sais pas, à Internet, certaines addictions sexuelles ou d'autres. Il y a plein d'addictions qui sont des addictions comportementale, c'est pas l'addiction à une drogue, mais c'est une addiction, et moi je pense fondamentalement qu'il fonctionne exactement comme les autres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la prise en charge thérapeutique, elle doit être exactement la même c'est sur le même modèle que pour les autres addictions. Moi, je pense que le modèle, il est totalement superposable. Alors, c'est-à-dire, Jérôme Karas, ce serait quoi le protocole quand on a en face de soi un patient qui est enfermé dans cette prison psychologique et qu'on veut commencer à l'aider à en sortir? Alors là, c'est une vaste question. Voilà. La première idée, je crois, c'est qu'il faut les aider. La première idée, c'est que tout seul, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que la plupart du temps, c'est pas possible. Et que du coup, il faut absolument de l'aide. Et il va falloir des grands moyens. Je pense qu'il faut accepter qu'on mette en place des gros moyens. On le voit dans les autres addictions. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour arrêter la drogue, pour arrêter l'alcool, pour arrêter... C'est quand même des prises en charge souvent pluridisciplinaires où il y a plusieurs acteurs de santé. On propose des prises en charge globales où il y a des psychologues, il y a des gens qui s'occupent du corps, parfois il y a des hospitalisations. Il y a ce qui marche, le modèle qui marche dans toutes les addictions, c'est les approches pluridisciplinaires avec des gros moyens. Et je pense que c'est exactement la même chose. Jérôme Karas, est-ce qu'il s'agit d'une maladie, on l'évoquait au tout début de cet entretien, d'une maladie exclusivement féminine, et de quelle manière elle peut toucher les hommes aussi? Alors, dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus. Ce qu'on observe aujourd'hui, alors c'est une maladie qui est majoritairement féminine, on sait pourquoi, on peut le détailler ou pas, mais c'est une maladie qui est au départ avec une très très nette prédominance féminine. Après, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes anorexiques. Ça, on en voit de plus en plus, vraiment. Il y a une augmentation. Autant les chiffres, je les connais pas, les chiffres exactement de l'anorexie féminine, peut-être qu'ils sont légèrement en augmentation, mais peut-être pas tant que ça.
En tout cas, l'anorexie masculine, oui. Et pour beaucoup de raisons, moi qui m'ont beaucoup intéressé, de réfléchir là-dessus, mais on en voit de plus en plus. Vous pouvez peut-être évoquer une de ces raisons. J'ai envie je suis presque tenté de dire que la société se féminise. Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ça? Moi, je pense. Notamment l'affaiblissement, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'affaiblissement un peu de la position de l'homme et de la position des pères, notamment dans les familles, qui fait que c'est une des raisons, l'affaiblissement de la position du père, qui fait qu'à mon avis, on a de plus en plus d'anorexie masculine. C'est pas la seule raison, mais c'en est une. Et dans le livre, alors j'ai fait un parallèle mais qu'il faut prendre avec énormément de précautions, hein. C'est l'association fréquente, mais qui n'est pas toujours le cas, hein, mais fréquente, entre l'homosexualité masculine et l'anorexie. Mais c'est pas, il faut absolument pas généraliser, c'est pas, je dis jamais que tous les garçons anorexiques sont homosexuels, c'est pas vrai. Mais il y a quand même une concordance qui interroge forcément. C'est un peu dans le cheminement de ce que je souhaitais vous demander, notamment avec le parallèle entre anorexie, boulimie et obésité. C'est un lien que vous faites aussi. Est-ce que vous abordez ces trois choses avec le même angle? Oui, alors c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que on pense aujourd'hui que tous les troubles alimentaires, que ce soit les troubles qui conduisent à l'obésité, l'anorexie ou la boulimie avec des vomissements, au fond, sont des troubles qui sont extrêmement voisins, avec des origines qui sont pratiquement les mêmes. C'est les mêmes problématiques qui sont derrière. Et la preuve en est, c'est qu'il y a de très 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 fréquents passages d'un trouble à l'autre. Moi, dans mes petites statistiques personnelles, je suis arrivé à voir que un tiers des patientes anorexiques que je vois, un tiers, elles étaient en surpoids avant. C'est-à-dire que chez un tiers des jeunes filles anorexiques, le premier trouble alimentaire, ça n'a pas été l'anorexie, ça a été, on va dire, l'obésité, ou en tout cas l'hyperphagie, c'est-à-dire le fait de trop manger. Ça représente un tiers. Chez un tiers des anorexiques, ça n'a pas commencé par l'anorexie, ça a commencé par un autre trouble alimentaire. Ce qu'on sait aussi, c'est que à peu près 80% des jeunes filles anorexiques, à un moment donné, plus tard, elles auront des crises de boulimie. Donc, elles vont basculer sur un autre trouble alimentaire. Donc, il y a des très très fréquents passages d'un trouble alimentaire à l'autre, ce qui est un peu la preuve que les fondements derrière, ils sont à peu près les mêmes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les prises en charge thérapeutiques, elles sont au fond extrêmement voisines. Il y a des petits ajustements qui changent si on s'occupe de patients obèses ou si on s'occupe de patients anorexiques. Il y a des petits changements, mais en gros, la prise en charge, c'est la même. Moi, toute la journée, je passe de l'une à l'autre, c'est à peu près les mêmes choses. On a même, à une époque, fait des groupes thérapeutiques pour travailler telle ou telle difficulté. Dans les groupes, moi, je mettais aussi bien des patientes anorexiques que des patientes obèses, dans le même groupe, pour travailler des mêmes choses, et il ou elle tenait exactement c'était les mêmes problématiques derrière. Donc il y a une approche très transversale de tous les troubles alimentaires. Jérôme Carras, depuis que vous exercez, on parlait des années 80 à peu près. Est-ce que vous avez vu une évolution, une augmentation de ce genre de patients autour de vous? Et je voulais enfin vous demander, pour refaire un petit crochet sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, est-ce que ça démontre des mal-être, des tabous dans notre société, ce genre de phénomène? Alors, l'augmentation, c'est difficile à dire parce que moi, comme maintenant je fais que ça, pour moi, ça a augmenté, mais il y a un gros biais personnel. Il faudrait regarder les chiffres. Juste peut-être une petite anecdote récente. Ce qui a marqué une très très nette augmentation, à mon avis, des troubles alimentaires, c'était l'histoire du Covid. Ça a fait exploser les troubles alimentaires. Entre autres, les histoires des confinements, tout ça, ça a explosé les troubles alimentaires. Beaucoup de personnes, soit anorexiques, soit obèses, que je vois, mais beaucoup de jeunes filles anorexiques, si on reprend l'histoire, ça s'est déclenché au moment des confinements. Donc ça a été récemment un épisode sociétal récent qui a augmenté vraiment les troubles alimentaires. Alors, après, est-ce que ça révèle de la société? De toute façon, en psychiatrie, tous les troubles psychiatriques qui sont, il y a des facteurs sociétaux qui sont impliqués dedans, et quand les sociétés évoluent, les troubles, ils évoluent. C'est-à-dire que même moi, depuis 40 ans où je fais de la psychiatrie, les troubles qu'on voit aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Entre autres, les troubles alimentaires, mais probablement pas que. Certains tableaux psychiatriques de la psychiatrie classique, même de l'époque de Freud et tout ça,
Ces grands tableaux-là, on les voit quasiment plus. Par contre, on a vu émerger beaucoup d'autres pathologies, notamment tout ce qui est l'ordre des addictions, qui sont là, par contre, vraiment en voie d'augmentation. Et les troubles alimentaires, ils en font partie. Alors après, il y a aussi toute la position de la société aujourd'hui par rapport à l'alimentation et au corps, qui joue beaucoup. Toute la pression autour du contrôle du corps, de la minceur, la grossophobie sociale, qui est présente partout, que ce soit chez les médecins, chez la population. Toute la grossophobie actuelle, elle joue évidemment beaucoup. Et puis le discours diététique qui est extrêmement, qu'on considère aujourd'hui comme un très grand facteur de risque vis-à-vis de ces troubles alimentaires. Que ce soit le discours diététique en disant si on veut pas grossir, il faut pas manger ceci ou il faut pas manger cela, mais aussi tout le discours aujourd'hui un peu hygiéniste, écologique, en disant il faut pas manger industriel, attention au gluten, attention à ceci, attention à cela. Tout ce discours-là, il met une espèce de défiance vis-à-vis de la nourriture, où pour beaucoup de personnes, la nourriture c'est quelque chose qui peut devenir toxique, qui peut me faire du mal. Et ça représente un facteur de risque énorme de troubles alimentaires. Vous évoquez dans votre livre le cas qui a été peut-être un déclencheur dans la prise de conscience de ce type de comportement, le cas de Valérie Valère qui a écrit un bouquin, une jeune femme qui est morte très jeune, elle avait 21 ans, qui dénonçait une perception qui était erronée à l'époque dans les hôpitaux psychiatriques, dans la société. Vous êtes formateur par ailleurs aujourd'hui de professionnels. Est-ce qu'il y a eu un progrès dans la compréhension et dans le traitement, dans la perception de ces troubles? Oui, vraiment, tout à fait. Je pense qu'il y a un avant et un après le livre de Valérie Valère. Est-ce que c'est ce livre qui a éveillé les consciences? Ce livre, il s'appelait Le pavillon des enfants fous. Bon, puis après, il est arrivé à une époque où beaucoup d'autres gens travaillaient aussi sur ces questions-là. C'est clair qu'aujourd'hui, les équipes reconnues en France, à l'étranger aussi, qui prennent en charge des patientes anorexiques en hospitalisation, d'abord travaillent toutes un peu sur les mêmes approches, avec les mêmes, les mêmes protocoles, le mot est peut-être un peu, mais en tout cas, et c'est clair que c'est pas du tout l'approche qui existait il y a 40 ans. Ça a énormément changé. Par contre, il y a encore énormément de progrès à faire, c'est-à-dire que ces endroits, ils sont extrêmement minoritaires, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a peu de grandes villes qui ont un endroit où on peut accueillir des jeunes filles anorexiques dans de bonnes conditions. Et puis à l'extérieur, c'est-à-dire quand elles ne sont pas hospitalisées, alors là il y a encore moins de moyens, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de thérapeutes en France qui sont suffisamment formés pour prendre en charge correctement ces patientes. Il y a un autre biais aussi qu'il faut que j'évoque dans le livre, et j'en parle là parce que je l'ai quand même très à cœur, il y a une énorme inégalité des chances face aux soins. Alors à la fois géographique, parce qu'il y a des régions où il n'y a personne pour s'occuper de ces jeunes filles, et à la fois financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une prise en charge par une diététicienne, c'est pas remboursé, quelle que soit la pathologie. Une prise en charge par une psychomotricienne ou quelqu'un qui va travailler sur le corps, c'est pas remboursé. Or, les patientes qu'on prend en charge, elles ont besoin toutes les semaines d'une diététicienne, peut-être de quelqu'un qui va travailler sur le corps, et ça, c'est pas remboursé. Beaucoup de cliniques aujourd'hui qui accueillent des jeunes filles anorexiques, si elles veulent être en chambre seule, les prix de journée de chambre seule, ils sont très importants. Et ça ferme la porte. Moi, cette semaine, j'ai deux patientes qui m'ont dit non, je ne vais pas rentrer en clinique parce que je ne peux pas payer le supplément de la chambre seule vu mes pathologies, je ne peux pas être en chambre à 2 lits. Deux patientes qui ont renoncé à des soins pour des raisons purement financières. Ça, je pense que là, par contre, c'est une vraie réalité qui est grave. Une toute dernière question, Jérôme Caraz. Est-ce qu'on guérit totalement de l'anorexie ? Oui. On peut, vraiment. Et c'est l'objectif. Et vraiment, moi, je connais des jeunes filles qui sont totalement guéries de l'anorexie. Alors après, il y a deux choses qu'il faut dire là-dessus. Alors, il y a 3 choses. La première, c'est que ça dépend des soins qu'on a eus. Et si on a pu mettre en place des soins importants, on peut totalement guérir de l'anorexie. Parfois, ça peut demander de nombreuses années, mais même après de nombreuses années, on peut totalement guérir. Moi, j'ai une jeune femme qui m'a envoyé un mail l'autre jour de remerciement. Elle est totalement guérie de l'anorexie. Son anorexie, elle a duré 20 ans. Elle a duré 20 ans, mais aujourd'hui, elle est totalement guérie de son anorexie.
Après, être guéri de l'anorexie, ça veut pas dire que tout va bien. On peut avoir d'autres difficultés à côté. Et puis, ça reste quand même une addiction. Donc, c'est comme quelqu'un qui a arrêté de fumer. Il y a toujours le risque un jour. Il faut faire attention parce qu'un jour, on peut se remettre à fumer. On peut totalement guérir l'anorexie. Après, le risque de rechute, c'est comme quand on arrête de fumer. Il n'y a pas d'anorexique heureuse, une addiction au vide. C'est aux éditions Hendrik B. Jérôme Carras, je vous remercie pour cet entretien. Je voudrais repréciser que le livre contient beaucoup de choses. Il est destiné pratiquement à apporter des éléments aux familles. Donc les familles peuvent se le procurer et le lire. Et j'ai l'habitude de demander pour conclure mes entretiens une maxime, un proverbe, quelque chose qui pourrait caractériser votre philosophie de vie, Jérôme Carras. On en avait parlé avant, alors j'y réfléchis. Et en fait, ce que j'ai choisi, c'est d'être fidèle au livre et à ce que j'ai fait dans le livre, c'est-à-dire que la petite phrase, c'est 2 phrases de Patiente. Elles ne sont pas inspirées de la littérature, c'est 2 phrases de Patiente. Il y a celle qui ferme le livre, la dernière phrase que j'ai mise dans le livre. Je pense que c'est une jolie phrase d'une patiente qui essaye de définir le bonheur et qui dit que le bonheur, c'est avoir un sentiment de sécurité, c'est jouir des beautés du monde et en accepter les lois. Et je trouvais que c'était une belle définition du bonheur. Et la deuxième phrase, c'est celle de la patiente qui m'a envoyé un mail l'autre jour pour me dire qu'elle était guérie de l'anorexie après 20 ans de l'anorexie, et ça répond un peu à la question. Et elle m'a dit cette jolie phrase, elle m'a dit « Mais je sais que l'anorexie me fera toujours du charme, mais j'ai appris avec le temps à me méfier des illusions. » J'ai trouvé que c'était une jolie phrase. Voilà. L'anorexie me fera toujours du charme, mais j'ai appris à me méfier des illusions. Voilà. Jérôme Carras, merci. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez tous les ouvrages et tous les podcasts sur hendrikb-édition.com.